Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Je suis Fabienne Brocaret, la fondatrice de My Happy Job, webzine dédié à la qualité de vie au travail et au bien-être au travail. Et j'ai aussi le plaisir d'être la directrice de collection des livres My Happy Job aux éditions Vibert. Et aujourd'hui, on est ici pour échanger avec Bruno Clément et Sébastien Bernard sur leur dernier livre, qui est justement dans la collection My Happy Job sur la prise de parole en public. Déjà, bonjour messieurs. Voilà. Ah, Bonjour. bravo. Bonjour. On voit le bon élève des deux, c'est Il bien. est trop fort. Oui, voilà, moi Il est trop fort, il c'est à l'a sous la l'envers. main. Par contre, l'image est à l'envers, donc c'est embêtant. Alors, bon, Bonjour Fabienne, bonjour Caroline. on va avoir 1 heure devant nous de webinaire pour vous expliquer un petit peu le déroulement. Je vais laisser la parole à Bruno et à Sébastien pour qu'ils vous présentent à la fois le livre, à la fois qu'est-ce que leur travail, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'ils font de beau dans la vie. Ils vont nous présenter The Presenters, puisque leur spécialité, c'est vraiment la prise de parole en public. Et ensuite, à l'issue de cette présentation qui va durer 20 minutes, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas au fil de leurs 2 présentations à échanger via l'onglet Converser. Et moi, je me chargerai de poser toutes vos questions. Donc, on aura une grosse demi-heure d'échange après. Et l'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible, à la fois pour répondre à vos questions. Si vous avez des témoignages, vous-même des bonnes pratiques à partager, ça nous intéresse pour avoir 1 heure d'échange et de partage ensemble. Donc, je vais te laisser la parole, Bruno. Super, très bien, c'est moi qui commence alors, c'est ça? Exactement. C'est comme ça Allez, qu'on avait dit, il me commence. semble, hein. C'est comme ça qu'on avait dit. Bon, est-ce que vous voyez bien mon écran déjà? Tout va bien. Avec un beau stylo The Presenters, écrit bienvenue dessus. C'est Bon, parfait. alors bienvenue effectivement. Alors moi, je vais vous raconter les coulisses du livre, l'histoire qu'il y a derrière ce livre, et puis surtout derrière l'histoire qu'il y a derrière The Presenters. Et Sébastien va ensuite réenchaîner sur qu'est-ce que vous avez trouvé dans le livre et surtout partager avec vous déjà quelques conseils concrets par la suite. Alors l'histoire de The Presenters et l'histoire du livre, en fait, elle est très très liée. The Presenters est né il y a 7 ans maintenant de la rencontre d'un publicitaire, d'un metteur en scène et d'un directeur de création. Alors, dans la bande, je vous laisse deviner qui j'étais. Le publicitaire, Sébastien était le metteur en scène et Eric Tartrey, que vous voyez sur la photo, est le directeur de création. Et en fait, on a fait un constat en commun, c'est que les idées, les projets ont besoin d'être bien présentés pour aboutir, que l'on soit dans le marketing, dans la communication, le spectacle ou n'importe quel milieu professionnel, j'ai envie de vous dire. Une idée, si elle est mal présentée, elle n'a pas beaucoup de chances d'aboutir. Et j'ai même acquis, moi, en tant qu'ancien publicitaire, une conviction un peu plus radicale, c'est que je pense qu'une bonne idée mal présentée n'a aucune chance d'aboutir. En revanche, une bonne idée de merde, très bien présentée, a toutes les chances d'aboutir. Et il est là le problème. Le problème, c'est que si vous ne faites pas l'effort de muscler votre capacité à défendre vos propres idées, eh bien, vous laissez la place à ce qu'on appelle des beaux parleurs. Il y a une grande différence entre un beau parleur et un bon orateur. Alors, en apparence, il n'y en a pas. Hein, c'est la seule compétence d'un beau parleur, eh bien, c'est d'être un bon orateur. Mais en fait, il y en a une en profondeur. C'est qu'un beau parleur eh bien, défend ses intérêts. Un bon orateur défend ses idées, son projet, son entreprise. Et ça change tout. Donc, c'est la raison pour laquelle une présentation, pour nous, c'est un moment de vérité. C'est le moment de vérité de vos idées. Vous avez passé des jours, des mois sur un projet, vous allez devoir le défendre pendant quelques minutes, comme je suis en train de le faire, typiquement. Et ce moment est important parce que généralement, il conditionne un oui, j'ai envie ou un non, merci. Il est donc extrêmement important de bien préparer vos prises de parole, quelle que soit votre intervention. Seulement, voilà, évidemment, quand on est face à son ordinateur, et qu'on doit présenter un grand projet face à son comité de direction ou ses équipes ou des investisseurs, que sais-je, voire même un employeur, hein, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'est pas tous des orateurs de génie, hein, comme l'ami Steve Jobs. Alors, juste pour démystifier un peu le personnage, les keynotes de Steve Jobs qui duraient 1 heure étaient en moyenne répétées 80 heures. Donc, ça vous donne à peu près le degré d'exigence d'Apple et de Steve Jobs. C'est pas, donc, rien n'arrive par hasard. On n'est pas tous non plus des storytellers dans l'âme. Hein. On n'est pas tous capables d'écrire Harry Potter. Et puis, on n'est pas tous non plus des designers de talent. Et souvent, quand on a une grande idée, un super projet à défendre sur lequel on a mis tout son cœur, tout son âme, les slides ressemblent à ça. Alors ça, c'est ce que j'appelle des slides béquilles, des slides sur lesquels l'orateur s'appuie pour étayer son propos,
Et souvent, la grande idée, le truc le plus important que vous devez défendre, eh bien, il se trouve où? Sous la flèche, sous des tonnes d'arguments. Alors ça, ce sont les symptômes visibles d'un syndrome qui touche beaucoup, beaucoup de monde dans l'entreprise, que nous avons appelé, avec l'équipe, le syndrome du bon élève. Le syndrome du bon élève, c'est quoi? Le bon élève, c'est quelqu'un qui se trompe d'objectif quand il prend la parole. C'est quelqu'un qui prend la parole pour montrer qu'il a bien travaillé. Alors, il fait comme on lui a dit à l'école, hein, il se dit, plus j'en mets, plus je fume à coup de benchmark, de SWOT, de détails, plus bien j'aurai la satisfaction des gens qui m'écoutent. Or, un comité de direction, en fait, il n'attend pas un bon élève. Et il vous a recruté sans doute parce que vous êtes un bon élève, mais il attend surtout un héros ou une héroïne, quelqu'un qui lui apporte une solution à son problème. Le problème du bon élève, c'est que c'est un syndrome qui est dégénératif. Et en vieillissant, le bon élève devient un expert. Alors, l'expert, c'est le bon élève qui a pris la confiance avec le temps. Alors, lui, il ne présente pas pour montrer qu'il a bien travaillé, parce qu'il le sait, hein, forcément. Non, il présente pour montrer qu'il a raison. Alors, pour reconnaître un expert, hein, je vous donne un petit truc à tous, c'est la personne qui vous dit « Ouais, mais tu sais, ce n'est pas si simple. » Et vous savez quoi? En fait, il a raison, l'expert. C'est vrai que ce n'est pas si simple. C'est vrai qu'un projet, ce n'est pas si simple. C'est vrai que le monde, ce n'est pas si simple, que ce n'est pas facile d'expliquer les choses compliquées. Mais en même temps, votre responsabilité d'orateur ou d'oratrice, quand vous prenez la parole, c'est de faire simple. Parce que les gens qui sont dans la salle, ce n'est pas des experts. Et paradoxalement, plus vous allez simplifier votre propos, plus vous allez amplifier votre expertise, parce que vous allez être compréhensible par tous. Et si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre public va ressembler à ça, hein, voire vraiment à ça, si vraiment vous avez bien merdé, hein, ça peut arriver, hein, si vraiment vous êtes tombé complètement à la plaque, où les gens vraiment vous avez bien fait chier, et votre idée, votre projet, le truc super important sur lequel vous travaillez depuis des mois, des semaines, des années, eh bien, se termine là. Death by PowerPoint, appellent ça les Américains, la mort par PowerPoint. Des idées, des présentations tellement ennuyantes qu'elles en sont mortelles. Et donc, c'est face à ce constat-là qu'on s'est dit, il y a quelque chose à faire, tous les trois. Et ce qu'on a fait, eh bien, ce n'est pas de créer une entreprise au début. On est parti là. Donc, il y a 7 ans, on est parti à cet endroit. Alors, c'est quoi cet endroit? Eh bien, c'est le bassin d'Arcachon. En juillet 2013, Sébastien, Eric et moi, on est parti à Arcachon. On s'est enfermé, alors pas que enfermé, vous voyez, mais pendant une petite semaine, avec l'envie non pas de créer une entreprise, mais d'écrire un livre déjà. On s'est dit, et si on mettait en commun tous nos savoir-faire pour justement apporter nos compétences pour des gens qui ont besoin de défendre leurs idées. Moi, je mettais dans la corbeille la partie marketing, Sébastien la partie leadership en tant qu'ancien metteur en scène, et Eric la partie design, c'était très cohérent. Et bien, en fait, l'écriture de ce livre n'a jamais été faite. En revanche, le travail que l'on a fait a abouti au préquel d'une méthode. La naissance d'une méthode. Là, c'est des vraies images que je vous montre qu'on s'étend. On a travaillé avec des post-it, voyez, et la méthode s'appelle le Hub Story. Une méthode qu'on a mis en commun et on s'est dit, mais cette méthode, elle est géniale, il faut qu'on en fasse un projet entrepreneurial. Et c'est comme ça qu'est né The Presenters, avec l'envie, une méthode et l'envie d'avoir une cause qui est justement de défendre la cause des idées de nos clients en les aidant à mieux les présenter. Avec au cœur de The Presenters une méthodologie qui s'appelle donc le Hub Story, qui permet d'accompagner nos clients de la recherche de l'idée à sa présentation en 4 grandes étapes. Le pitch pour clarifier les idées, le storytelling pour structurer votre histoire, le story design pour mettre en scène votre intervention et le leadership pour incarner votre projet. Et cette méthodologie est une méthodologie orientée efficacité professionnelle. Et le défi qui nous a été donné par Fabienne et puis les éditions Vibert, c'est de transformer cette méthodologie d'efficacité professionnelle en un outil de développement personnel. Et donc, 7 ans plus tard, le livre, on l'a enfin écrit. Heureusement, ça y est. Il s'appelle « Prenez la parole » et il comporte 10 séances d'auto-coaching pour oser défendre vos idées. Et moi, j'aime bien trouver les slogans. Et pour moi, c'est le livre qui fait du bien à vos idées. Pourquoi il fait du bien à vos idées? Parce qu'il va vous permettre justement de défendre ces idées. Ça fait du bien à soi.
Ça fait du bien à ses idées, ça fait du bien au monde quand on a des idées qui sont positives. Et pour rentrer dans le détail du livre et voir comment le livre peut vous aider à défendre vos idées, eh bien, je vais maintenant céder la parole à Sébastien qui va reprendre la main et qui va vous raconter comment on passe d'une méthodologie à un livre. Oui, parce qu'effectivement, comme on est en train de vous le montrer tous les deux, tout ça, c'est un travail d'équipe, évidemment. Ça se fait pas tout seul. Ça va, le son passe bien, parce que je viens de partager mon écran et du coup, je n'ai plus aucun retour sur ce qui se passe. Oui, Donc, Si je c'est bon, c'est voudrais bon. m'assurer que tout est bon. très Oui, bien. tout est bon. Hop, j'ai même plus de retour. J'ai même plus de retour vidéo, mais bon, tant pis. On va dire que c'est pas On grave. nous confirme dans le chat, c'est bon. Ok, super. Bah oui, en fait, transformer ça en un livre qui puisse aider concrètement. Ah, ça y est, j'ai trouvé, en fait. Les petites visuels se sont mis tout là-haut. Eh ben, je vous ramène. Génial. Transformer ce livre en une méthode applicable au quotidien, c'était ça, en fait. Hein. C'est ça le défi qu'on s'est lancé. Et c'était un défi passionnant, mais qui est à la hauteur d'une aventure qui est passionnante. Parce que avoir des idées nouvelles, c'est juste génial. Si vous êtes là aujourd'hui, oui, c'est sûrement que le titre Prenez la parole vous a intéressé, mais c'est surtout que vous êtes intéressé parce que la parole provoque, c'est-à-dire déclencher des choses, mettre en mouvement les autres. Et effectivement, c'est génial d'avoir des idées parce que ça donne envie de se lever le matin, ça donne envie d'entreprendre, ça donne envie de proposer des initiatives. Mais c'est vrai que c'est aussi le début d'un chemin de croix, hein, où ça va être très compliqué d'embarquer au quotidien tous ceux qu'on a besoin de mettre en mouvement pour que notre idée voie le jour. Et ça, au quotidien, c'est ce qu'on vit tous les jours avec des clients qui, comme l'a dit Bruno, hein, nous appellent pour les aider à défendre la cause de leurs idées. Alors, on le fait au quotidien avec cette méthode qui est constituée de 4 étapes et qui sont aujourd'hui concrètement 4 super pouvoirs. Hein. Bruno en a parlé rapidement, mais effectivement, le super pouvoir du pitch, savoir clarifier ses idées en toutes circonstances, c'est juste énorme quand on voit l'impact aujourd'hui de l'informel. Hein. Et ça, c'est qu'on veuille convaincre son patron d'un nouveau projet, comme convaincre ses copains de changer d'endroit pour aller en vacances. Hein. À chaque fois, effectivement, il faut être très clair sur ce qu'on veut faire, sinon les gens ne suivent pas. Mais une fois qu'on a ce super pouvoir-là, on a aussi besoin du super pouvoir du storytelling. Pas parler pour démontrer qu'on a raison, mais parler et raconter une histoire, faire le récit de son idée pour donner envie à ceux qui nous écoutent de jouer un rôle dans cette histoire. Et au final, c'est juste ça qu'on a envie de provoquer chez eux. Et une fois qu'on a ce super pouvoir, on a aussi besoin du super pouvoir du story design. C'est-à-dire le super pouvoir qui consiste à savoir mettre en scène son idée. Parce qu'à un moment donné, effectivement, les idées ne se répandent pas toutes seules, et il va falloir les présenter. Et il va falloir travailler et modeler cette expérience qu'on va proposer à son auditoire quand on va se mettre à parler et à présenter son idée. Et enfin, effectivement, le quatrième et dernier super pouvoir, le leadership, tout simplement le pouvoir qui consiste à savoir incarner tout professionnel en se disant, si on écrit un livre, c'est pas la méthode qui compte. C'est ce que la méthode change dans le quotidien de gens qui, comme vous, ont des idées et ont besoin de se préparer pour les défendre. Et en fait, ce livre, on l'a conçu comme une expérience, avec quelqu'un comme vous, qui se réveille avec un matin avec une super idée à défendre et qui se dit à la fois c'est génial d'avoir cette idée et en même temps, oh la galère. Oh, tout ce qu'il va falloir que je fasse, tous les obstacles qu'il va falloir que je lève pour y arriver. Et en fait, ces 10 chapitres, ces 10 séances d'auto-coaching vous aident étape par étape à lever l'ensemble des obstacles que vous vous apprêtez à rencontrer. Et le premier d'entre eux, qui est peut-être l'obstacle ultime à ceux qui ont des idées et qui se disent non, laisse tomber ça, je ne me lance pas encore là-dedans, c'est clairement la crainte de ne pas être écouté. Et on le voit dans les entreprises, hein, c'est une vraie difficulté. On voit plein de gens qui disent ah non mais moi ça va, j'arrête de proposer des idées. Hein. Et en même temps c'est une catastrophe parce qu'on ne calcule pas la valeur perdue par les organisations à chaque fois que quelqu'un n'ose pas lever la main pour parler d'un projet, pour parler de quelque chose qu'il veut faire. Et donc effectivement le premier chapitre, c'est vous donner les clés pour apprendre à capter et à maintenir l'écoute durablement de ceux qui sont en face de vous. Pour vous retirer de ce poids et de vous dire oui, je sais comment je vais pouvoir créer les conditions d'une écoute optimale. Et ça, effectivement, vous allez apprendre dans ce chapitre comment éviter beaucoup de mauvais réflexes,
me crédibiliser, essayer de prouver que je suis légitime. Où là, effectivement, plus vous en faites pour vous crédibiliser, plus les gens en face doutent. Mais au contraire, faire la chose qui est la plus efficace pour capter l'écoute, c'est-à-dire construire un propos qui concerne votre auditoire. C'est-à-dire parler de ce qui empêche votre public de dormir la nuit. C'est ça que vous allez apprendre dans Personne ne vous écoute. Mais une fois que les gens vous écoutent, il y a une autre difficulté quand même. C'est qu'il faut que les gens vous comprennent. Bah oui, parce que être entendu et avoir des gens en face qui froncent les sourcils parce qu'ils n'ont rien compris à votre projet, ça ne vous fera pas plus avancer. Et c'est ça qu'on travaille dans Au secours, je n'arrive pas à me faire comprendre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'y a rien de pire, alors qu'on veut aller chercher un oui, j'ai envie, d'obtenir un non, merci, parce que les gens n'ont pas compris votre idée. Ce qui est important, ce que vous allez apprendre dans ce chapitre-là, c'est que les gens ne s'intéressent pas à ce que vous dites. Les gens s'intéressent à ce que va changer ce que vous dites. Les gens ne s'intéressent pas à votre idée. Les gens s'intéressent à ce que votre idée va changer pour eux. Et vous allez apprendre que pour rendre votre idée désirable, il faut rendre désirable la promesse de changement que porte votre idée. Et d'exprimer cette promesse de manière inspirante, originale et concrète. Une fois que vous savez déclencher un oui, j'ai envie dans un couloir, dans un ascenseur, dans une plénière, en toutes circonstances, c'est génial, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les gens chez qui vous allez générer de l'envie, ils vont vous dire oui, j'ai envie. Mais oui, il y a toujours un mais derrière le oui. Mais est-ce qu'on a vraiment les moyens? Mais est-ce que c'est vraiment le moment? Mais est-ce qu'on a vraiment les outils? Et c'est ce oui mais qu'il va falloir aller chercher avec votre argumentation. Et là, le problème qu'on a, c'est que ce qu'on a appris à l'école, c'est à faire des démonstrations. Or, on sait dans la pratique que ça ne sert à rien de faire une démonstration. Ce qui est intéressant, c'est pas d'essayer de prouver que vous avez raison, mais c'est de raconter une histoire, comme je le disais tout à l'heure, qui va embarquer ceux qui vous écoutent et surtout qui va leur donner envie de jouer un rôle dans le changement que vous êtes en train de proposer. Et c'est pas parce que vous avez raison que les gens vous suivent, c'est parce qu'ils ont envie d'être à vos côtés et de jouer un rôle dans l'histoire que vous êtes en train de raconter. Et là, on arrive à la troisième peur, c'est de dire « Ah ouais, non mais moi, les histoires, je sais pas faire. » Ou pire, ce qu'on entend souvent, « Moi, les histoires, je veux pas faire. » Parce que ça veut dire manipulation, ça veut dire politique, ça veut dire effectivement c'est le mauvais côté de la publicité et du marketing. Je ne veux pas faire. Sauf que quand on regarde l'histoire de l'humanité, l'histoire, elles sont partout. Avant l'invention de l'écriture, le seul moyen de marquer fortement les esprits et de se souvenir des idées fortes, c'était de les intégrer dans des histoires. Les histoires, oui, elles sont dans les publicités, mais elles sont aussi dans les grottes de Lascaux. En fait, les histoires, elles sont à chaque moment où l'être humain a voulu laisser une trace forte vis-à-vis des autres. Donc, les histoires, elles sont partout, sauf dans les présentations, où là, effectivement, on a des PowerPoint surchargés avec des chiffres partout, et c'est une catastrophe. Et du coup, c'est ça qu'on va apprendre dans ce chapitre. Ce qu'on va apprendre, c'est qu'une histoire, si vous imaginez un film, c'est une usine à conduire le changement. C'est juste génial. Si vous avez peur que les gens vous résistent, il faut regarder comment ça se passe dans les films. Parce qu'au début, vous avez des personnages qui détestent ceci et à la fin, ils adorent. Vous avez un personnage qui ne sait pas faire ça, à la fin, c'est un expert. Dans un film, dans un roman, vous avez des gens qui passent leur temps à changer. Et effectivement, dans les histoires, il y a une mécanique qui est optimisée pour donner envie de changer. Vous allez apprendre dans le chapitre à lever les résistances que le public peut légitimement vous opposer. Et vous allez surtout apprendre à en faire une histoire cohérente qui va donner envie de lever ces résistances. Mais surtout, ce qui nous intéressait derrière le storytelling, derrière la technique, c'est de se dire ce qui compte, encore une fois, ce n'est pas la technique, c'est l'usage qu'on va en faire. Et en plus d'avoir une super argumentation, le storytelling irrigue les 2 chapitres suivants. Pourquoi? Parce que le storytelling, ça va vous aider aussi à structurer des paroles semi-improvisées. On s'est tous retrouvés un jour en réunion, ça parle dans tous les sens, et d'un seul coup, on a une idée, on veut la proposer, on la propose, il y a un silence, et puis la discussion reprend comme si on n'avait rien dit. Pire, 20 minutes après, quelqu'un dit attendez, moi j'ai une idée, dit la même idée que vous et tout le monde dit génial, il faut le faire. Il n'y a pas de mystère. À un moment donné, la manière dont vous avez formulé votre proposition a eu un impact sur les autres. Ou pas, j'ai envie de dire. Et effectivement, le réflexe storytelling, ce que vous allez apprendre, qu'on a appelé la boucle narrative, ça va être un réflexe qui vous permet non seulement de créer un lien de cause à effet en permanence dans votre propos, mais surtout de marquer fortement les esprits. De développer le réflexe de ne pas imposer vos idées, mais d'aller chercher les gens où ils sont, avec leurs a priori, avec leurs inquiétudes, avec leurs résistances, et petit à petit de les amener sur le territoire de vos propres enjeux, le territoire où ils vont enfin pouvoir comprendre l'impact de vos idées. Et du coup, à l'extrême, il y a un autre chapitre qui est concerné à quelque chose qui inquiète beaucoup aussi tous ceux qui prennent la parole en public, c'est comment répondre aux questions pièges.
On a cette terreur nocturne d'imaginer que je vais être chahuté, on va me poser des questions tordues, on va essayer de me piéger. Et il se trouve qu'effectivement, ce réflexe storytelling, cette boucle narrative est aussi optimisée pour se préparer à répondre dans des enjeux sensibles ou complexes. Encore faut-il s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Donc, plus tôt vous lisez ces chapitres, plus tôt vous les mettez en pratique, plus tôt vous serez capable de déclencher ce réflexe de storytelling. Alors, une fois qu'on a un super pitch et une super histoire, c'est génial, mais à un moment donné, il va falloir le présenter. Faire un pitch, c'est donner envie d'en savoir plus. Donc, du coup, OK, on vous a dit banco, on fait une réunion et le jour où les 50 personnes sont là, en visio ou en présentiel, effectivement, on rentre dans l'étape du storytelling. Et là, on rentre dans le vrai sujet de la présentation, qui n'est pas PowerPoint, on va y venir. Le pire, le cauchemar, c'est de faire une présentation et qu'à la fin, tout le monde ait oublié ce qui s'est passé. Parce que c'est ça le but de la présentation. Le but, c'est de laisser une trace forte de votre idée. Or, la réalité, c'est qu'on se focus tous sur PowerPoint. Présentation égale PowerPoint, tout le monde fait ça. Et d'ailleurs, là, on en est au, si je ne me trompe pas, 6e chapitre du livre. On n'a toujours pas parlé de PowerPoint. Pourquoi? Parce que le but de PowerPoint, l'efficacité de PowerPoint, c'est de le mettre au service de votre histoire, pas au service de votre propos. Et c'est ça que vous allez apprendre dans le chapitre. Vous allez dépasser l'idée du slide design avec une idée qui est forte chez nous, c'est l'idée du story design. Le design de votre support, il n'est efficace que s'il est au service de votre histoire, pas au service de votre propos. Si PowerPoint est au service de votre propos, c'est ce que vous voyez tous les jours. Des slides ultra chargés avec plein de bullet points. Bah oui, parce que je mets tout mon propos. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, votre public, il lit, puisque c'est plus rapide de lire que d'écouter. Et résultat, vous avez toujours un public qui est en avance sur l'orateur. Pire que ça, quand l'orateur arrive au bout, il change sa slide et puis il regarde bien son écran derrière pour bien regarder où il en est. Et résultat, le public a en permanence un temps d'avance sur l'orateur. C'est pour ça que les présentations sont ennuyeuses. Raconter une histoire, c'est créer un moment où l'orateur a toujours un temps d'avance sur son public. Et c'est ça le story design. Faire des slides qui sont au service de l'histoire, c'est travailler le duo orateur-slide pour que les slides s'affichent au moment clé où l'orateur en a besoin pour ancrer l'idée qu'il est en train de défendre. En faisant du story design, l'orateur a toujours un temps d'avance sur le public. Et c'est pour ça qu'il arrive à capter et maintenir l'attention tout au long de son propos. Donc, avec ce chapitre-là, vous allez apprendre à construire ce qui est le plus important, pas des slides, mais le storyboard de votre présentation, c'est-à-dire le découpage séquence par séquence de comment votre présentation se décompose en idées fortes qui vont accompagner l'orateur tout le long du chemin de votre idée. Et après, effectivement, on va pouvoir parler design. Oui, effectivement, la plupart du temps, les slides sont moches et c'est très compliqué parce que Bruno l'a dit, on n'est pas tous un designer dans l'âme. Moi, je viens du théâtre, donc autant vous dire que jusqu'à il y a 7 PowerPoint, je ne savais pas ce que c'était. On ne fait pas des présentations PowerPoint dans un théâtre ou à un directeur de théâtre pour lui vendre un projet. Peut-être que ce serait pas mal maintenant. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, effectivement, c'est compliqué. On n'a pas tous le goût pour le faire. On n'a pas tous le temps pour le faire. Et pourtant, on a besoin d'être rapidement très efficace. C'est ça que vous retrouvez dans le 7e chapitre. Toutes les clés pour, sans être graphiste, très rapidement avoir un impact. Et vous allez apprendre que ce n'est pas si compliqué que ça, parce qu'au final, il y a surtout 3 slides types à découvrir et à mettre en œuvre, et ça, vous le découvrirez dans le chapitre. Et vous allez découvrir aussi le 3e chapitre et le 3e séance d'auto-coaching lié au design, c'est comment utiliser les éléments de preuve et les chiffres. Aujourd'hui, effectivement, on a appris que pour avoir un impact, il faut avoir des preuves et des chiffres. Alors, des documentaires comme Hold Up montrent que pas forcément, en fait. On peut aussi renverser l'effet de la preuve pour au contraire embrouiller plutôt que de clarifier. En attendant, vous avez besoin que vos chiffres apportent des preuves. Et pour ça, il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir dans le chapitre que le cerveau ne comprend rien en grands chiffres. Et quand je dis grands chiffres, à partir de 4, ça commence à être compliqué. Donc oui, les chiffres ont une efficacité, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Et vous allez découvrir effectivement que ce soit pour augmenter l'impact du problème que vous voulez résoudre ou pour augmenter l'impact de l'argumentation que vous allez mettre en avant, les chiffres ont un vrai intérêt, mais pas n'importe où et pas n'importe quand. Une fois que vous avez votre pitch, que vous avez votre histoire et que vous avez un super support et que vous avez un super duo orateur slide, va arriver un moment où vous allez devoir défendre cette prise de parole à l'oral. Et là, on arrive au secours, j'ai pas confiance en moi. Alors, on a commencé le premier chapitre par au secours, on m'écoute pas, mais au secours, j'ai pas confiance en moi. C'est aussi un frein énorme à défendre les idées.
Ouais, j'ai une super idée. Ah, génial, tu vas en parler à la réunion. Ah non, non, hein. Et là, on a un frein énorme, hein. Des gens qui préfèrent que leurs idées soient défendues par les autres, hein. Et là, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que les idées ont besoin d'être parfaitement incarnées. Les gens n'achètent pas les idées. Les gens achètent les gens qui portent les idées. Et c'est parce que les gens vous accordent de la confiance qu'ils vont avoir envie d'aller au bout du chemin avec vous. Et effectivement, si vous parlez et que vous n'obtenez pas la confiance, c'est juste une catastrophe. Pourquoi? Parce que vous allez obtenir un oui, c'est génial, mais c'est pas pour moi. Ou effectivement, comme Bruno l'a rappelé dans son dernier podcast, oui, c'est génial, mais on va le faire sans toi. Ce qui est, avouez-le, une situation assez catastrophique. Dans ce chapitre, vous allez apprendre que si vous voulez que les gens vous fassent confiance, il va falloir apprendre à leur faire confiance. Il va falloir apprendre à faire confiance à votre histoire et il va falloir faire confiance à quelque chose qui est très important, c'est les intentions qui sont les vôtres. En faisant ce travail-là, vous allez apprendre à donner du sens à votre présence et c'est le premier pas à faire concrètement pour conquérir la confiance du public. Et puis évidemment, le livre ne serait pas complet si on ne répondait pas à ce qui anime la plupart d'entre nous, hein. C'est au secours, j'ai le trac. Alors, c'est Mark Twain, hein, qui écrivait, il y a deux types d'orateurs, il y a ceux qui ont peur et il y a ceux qui mentent. Alors, bon, j'aime bien quand c'est clair. Dans la vraie vie, c'est bien sûr bien plus compliqué que ça. Maintenant, il y a une étude américaine, hein, qui dit que 75% des Américains interrogés appréhendent la prise de parole en public. Donc oui, si les chiffres sont bons, c'est la peur la plus couramment partagée, hein. C'est-à-dire qu'on a plus peur de prendre la parole que de mourir. Bon, en même temps, la prise de parole, c'est demain. Mourir, on espère toujours que ce sera dans un peu plus longtemps, même si on ne sait pas, hein. Et du coup, effectivement, ce trac nous anime. En fait, dans ce bouquin et dans ce chapitre, vous allez juste découvrir que le trac, c'est une chance. Le trac, c'est quelque chose qui est très bien documenté. Je ne comprends pas pourquoi on n'apprend pas ça à l'école. Le trac, c'est quelque chose qui se déclenche systématiquement quand vous êtes face à une situation complexe et inconnue. Et effectivement, prendre la parole en public, ce sera toujours complexe. Oui, bah oui, la situation, il y a des enjeux, les gens ont des envies contradictoires et inconnues. Vous ne savez pas toutes les personnes qui seront là, vous ne savez pas si PowerPoint va se lancer comme vous voulez. Et du coup, se préparer, vaincre le trac, hein, c'est juste faire en sorte que cet exercice soit un petit peu moins complexe et un petit peu moins inconnu. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours besoin de passer par cette étape pour défendre vos idées. Donc faites-le le plus tôt possible. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, demain, vous allez vous réveiller avec une idée qui vous tient à cœur et que vous allez avoir besoin d'en parler pour embarquer les gens. Et plus tôt vous serez préparé à l'exercice, plus il sera facile d'en parler. Et c'est tout le sens, hein, d'avoir mis le Up Story dans le livre Prenez la parole, c'est qu'effectivement, les gens n'écoutent pas vos idées, les gens écoutent ce que vous en dites. Plus vous vous préparez à prendre la parole, plus vous vous préparez à changer les choses, plus vous vous préparez à augmenter, à élargir votre degré d'influence. Et c'est ça le sens de ces 10 chapitres. 10 chapitres, 10 étapes d'une expérience qui vont vous accompagner de comment j'exprime mon idée à comment je la présente en toutes circonstances. Et pas pour faire de vous un beau parleur, hein, comme l'a dit Bruno, même pas pour faire de vous un orateur à l'aise, mais pour vous donner les clés pour devenir des leaders d'opinion de vos idées. C'est super important cette notion. Votre but, c'est pas de faire le spectacle et d'avoir l'air à l'aise. Le but, c'est d'être identifié leader d'opinion. Les gens vous appellent pas parce que vous êtes les plus forts. Les gens vous appellent parce que votre avis compte. Et c'est parce que votre avis compte qu'ils vous écoutent et que ce livre sera en mesure de faire du bien à vos idées. Alors, ce que j'adore avec vous deux, c'est qu'on passe de la théorie à la pratique et que vous incarnez parfaitement tout ce que vous dites. Donc, du coup, c'est génial. On le voit dans les commentaires qui sont très nombreux à vous féliciter pour cette présentation dynamique et du coup très enthousiasmante. Donc, on a des géniales et des bravos, tous les trois commentaires. Donc, déjà, bravo à tous les deux. Ça fait plaisir. Merci. Et je vais commencer par une question. Vous nous parliez du trac il y a quelques minutes. Quels seraient vos premiers conseils pour quelqu'un qui a vraiment le trac pour pas que ça le ou la paralyse? En fait, le trac, ce qu'a dit Sébastien est très juste, hein. C'est lié à une situation qui est jugée. Le trac, c'est du stress, en fait. C'est une réaction instinctive face à un sentiment de danger, de mort presque, hein. C'est-à-dire un sentiment de danger. Donc, on se sent en danger quand on est face à une prise de parole en public. Ce qui est lié dans le trac, la principale cause du trac, c'est ce qu'on appelle l'image sociale. Ce que Sébastien appelle l'œil, c'est-à-dire le sentiment d'avoir un public qui vous scrute et qui vous juge.
Il faut comprendre que ça, tout le monde l'a, plus ou moins, et que ça ne se retire que par la pratique. On est stressé, on a le trac parce qu'on juge que c'est complexe et inconnu. Donc, la situation la plus stressante pour un orateur, c'est d'être projeté le jour même en disant « Tiens, tu vas, dans une heure, il faut que tu prennes un truc que tu ne connais pas. » Moi, le premier, je serais mort de trouille de ça, ce qui est normal. D'accord. Donc, en fait, tout l'enjeu, c'est de rendre ce sujet de la prise de parole moins complexe, moins connu. Et il n'y a pas d'autre solution que de répéter, répéter, répéter. Point. Les comédiens répètent, ce n'est pas pour être bon. Ils répètent pour être prêts. Ils répètent pour être prêts, en particulier même à l'imprévu. Ça nous est arrivé, à Sébastien et moi, de démarrer, le prompteur ne marche pas, le micro ne marche pas. Et donc, à partir du moment où vous vous sentez prêt, c'est-à-dire que vous savez quelle est l'idée principale que vous voulez défendre, que vous avez répété, vous connaissez votre chemin, à ce moment-là, vous dégonflez un peu le trac. Mais il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de recette magique comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment le seul vrai secret, il est là. Hein. Répéter, 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 répéter. Effectivement, je disais rapidement que c'est très documenté, mais effectivement, il y a beaucoup d'éléments. Alors, sachez effectivement, si vous voulez un point concret, répéter en fait va vous apprendre à maîtriser, à vous habituer au trac. Il y a une étude qui a montré que quand on sait ce que c'est que le trac, quand on sait ce que c'est que le stress, on le subit moins. Donc, n'hésitez pas à lire tout ce qu'il peut y avoir. Hein. Bruno a des podcasts sur le stress. Vous trouverez sur upstory.io, sur le site internet des The Conseils du jeudi, qui expliquent les mécanismes liés au stress. Plus on maîtrise, plus on sait ce que c'est, moins on le subit. Et puis, il y a un autre levier pour compléter ce que dit Bruno, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut très bien avoir peur et prendre du plaisir en même temps. Hein. Les gens qui plongent comme ça de 15 mètres, hein, ils se font de la frousse de leur vie, mais ils prennent aussi plaisir. Et plus vous avez un message que vous aimez dire, d'où l'intérêt de la préparation, hein, plus vous avez un message qui est plaisant à dire, plus vous accepterez de passer au-delà du trac pour aller chercher le plaisir de raconter cette histoire. On nous demande aussi, c'est Delphine qui nous disait comment faire quand on doit remplacer quelqu'un à la dernière minute et que ce n'est pas notre présentation et qu'on nous demande du coup de remplacer la personne et qu'on a 3 minutes devant soi pour faire face. Quels seraient vos conseils? Fuir. Ça rejoint Bruno. Ça rejoint juste ce que tu viens de dire, Bruno. C'est le plus inconfortable, c'est quand on vous dit tiens, tu parles dans une heure. Et j'ai envie de dire pas forcément, parce que je fais le pont avec le stress. Tout le monde n'est pas stressé par la même chose. Il y a effectivement ces personnes qui nous disent moi, quand on me donne beaucoup de temps et qu'il y a beaucoup de temps pour préparer, ça me stresse. Bah oui, parce que si mon stress, c'est de me projeter dans un mois, je parle, pendant un mois, je dors plus la nuit. Et quelque part, pour ces gens-là, savoir qu'ils parlent dans 10 minutes, c'est plutôt rassurant parce qu'au moins, ils dorment bien, quoi. Il y a des gens qui sont stressés quand ils parlent devant des gens qui ne connaissent pas. Inversement, d'autres sont plus stressés quand ils parlent devant des gens qui connaissent. Donc, il n'y a pas de généralité. Hein. C'est chacun sa peur, chacun sa vie. En revanche, effectivement, il arrive, hein, quand on vous refile comme ça la patate chaude, le plus efficace, c'est de l'assumer. Hein. C'est-à-dire, c'est la pyramide moyens-exigences. Hein. Bruno, ça va te rappeler des souvenirs. Hein. Les moyens qu'on vous donne, on vous demande de parler maintenant. Vous allez être le plus utile possible avec ce que vous pouvez être, c'est-à-dire avec ce que vous apportez tel que vous êtes. Et ça, faut l'assumer. Hein. Le vrai danger, quand on donne la parole comme ça et tiens, parle dans 5 minutes, c'est de se donner comme mission de faire comme si ça faisait un mois que je me préparais. C'est pas possible, puis ça n'a pas de sens, on m'a donné la parole il y a 5 minutes. Donc, c'est pas une raison pour se défausser sur les autres, hein, dire ouais, on me met en danger. Non. Ok, écoutez, je vais vous aider. Donc, on réfléchit, tiens, est-ce qu'on construit ça comme des questions? Le réflexe storytelling, il est là quelque part, c'est-à-dire développer un réflexe de structure qui fait que on arrive, hein, quand je parlais de paroles semi-improvisées, on arrive en formation maintenant à dire à quelqu'un, tiens, tu vas parler 5 minutes, tu as 5 minutes de préparation. Et de réduire comme ça petit à petit le temps de préparation pour étendre notre capacité à parler, ça se fait parce qu'on a développé des éléments de structure. L'improvisation, c'est de la structure. Alors, vous avez beaucoup parlé tous les deux des slides et de l'importance que ça peut prendre aujourd'hui en entreprise. On a un partage de bonnes pratiques de Chris qui nous dit que sur ces slides, il y a beaucoup de mots-clés et d'images pour que ce soit plus impactant et pas forcément de longs discours ou de grands chiffres. Donc ça, je pense que ça peut être une bonne pratique pas mal. Et à l'inverse, on a quelqu'un qui nous demande, moi, mon manager adore les slides surchargés, plein de chiffres, alors que justement, c'est pas forcément très efficace. Comment convaincre quand on a un chef qui, lui, adore les slides moches que vous avez montrés?
Mm. Alors, pour répondre à la première question, oui, c'est une bonne pratique, une image et des mots. En fait, nous, on a un motto chez The Presenters, c'est simplifier pour amplifier. Donc, en fait, se poser une question, ce que je mets sur ma slide, c'est est-ce que c'est important ou est-ce que c'est essentiel? Si c'est essentiel, évidemment, tu le mets. Si c'est juste important, pose-toi la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire de le mettre sur ta slide, quitte, pourquoi pas, à l'évoquer à l'oral. Deuxième chose, c'est bien de mettre des images et des mots, mais en fait, le sujet, ce n'est pas tellement ça. C'est le duo orateur-slide qui compte. Et le vrai sujet, moi, j'ai l'habitude de dire que le design, c'est du style qui a du sens. C'est-à-dire, si je te mets une image qui ne veut rien dire avec des mots, un mot qui n'a rien à voir, ça ne marchera pas. Hein. Donc, en fait, le vrai sujet, c'est de se dire quel est le sens, quelle est l'idée. Vous pouvez vous poser à chaque fois sur chacune de vos slides, c'est quoi l'idée que je veux faire passer? Quelle est l'idée que je veux partager? Et je l'illustre soit par un mot, soit par un chiffre, soit par une citation, soit par, pourquoi pas, une image. Voilà. Mais c'est le vrai, la logique, c'est le sens. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'est comment je fais quand mon patron me demande de faire des slides moches. En fait, il faut être soi-même l'ambassadeur, c'est-à-dire il faut être exemplaire et lui proposer, et lui faire la démonstration que ça marche comme ça. Notre développement commercial, nous, il se fait essentiellement par l'exemplarité. C'est-à-dire qu'on travaille pour des grands groupes, pour des dirigeants, des managers, et en fait, il y a toujours un avant, un après. Et le jour où les gens ne sont pas entre nos mains, forcément, ils vont présenter devant, mettons, leur comité de direction, leur support, leur présentation, et tout le monde va dire « Ouais, non, c'est génial, comment tu as fait ?» J'ai un partenaire qui s'appelle The Presenters, et comme ça que ça se passe. Donc, en fait, soyez exemplaires. Et c'est normal. Tout le paradoxe qu'on a, nous, quand on fait des formations, on a tous les équipes qui nous disent « Mais il faut absolument que vous voyez nos patrons, parce que nous, on est d'accord, mais nos patrons ne sont pas d'accord. » Or, ce qui est le paradoxe, c'est que c'est les patrons eux-mêmes qui nous demandent de former leurs équipes parce qu'ils ont conscience que les slides sont pourris. Donc soyez exemplaires. Voilà, mon message, c'est soyez exemplaires. Faites-le. Sébastien, quelque chose à ajouter? Puisque tu me provoques, j'ajoute le filtre que Bruno propose, qui est quelque chose de récent comme grille de lecture et qui est vraiment intéressant. C'est qu'à minima, une expérience de présentation, elle doit être utile et agréable. Et je pense qu'effectivement, c'est un très bon filtre pour une slide. Parce qu'une slide surchargée, on peut considérer qu'elle est utile. Parce qu'il y a tout dessus. Et du coup, je vais pouvoir lire et avoir toutes les informations. Mais la réalité, c'est que pendant que je lis, je n'écoute pas. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre à vos patrons. C'est que si tout est écrit sur la slide, ce qu'ils disent ne sert strictement à rien. Ou alors, si je les écoute, ce qu'ils écrivent, ça ne sert à rien. Donc, dans tous les cas, l'expérience ne peut pas être agréable. Et du coup, effectivement, si on respecte ce filtre utile et agréable, on arrête les slides surchargés. On arrête aussi avec les slides soi-disant ultra inspirationnels avec juste des images. Parce que c'est agréable. Mais comme ça n'ancre aucune idée, ça ne sert à rien. Et du coup, ce filtre me paraît efficace pour servir de filtre à mauvaise slide. Très bien. C'est parfait parce que tu as répondu à la question de Christine qui parlait justement des scientifiques qui mettaient beaucoup d'études surchargées. Donc, on retiendra utile et agréable. Voilà, c'est les deux en même temps. C'est parfait. On a beaucoup de questions sur la posture. Est-ce qu'il y a comment on se tient quand on parle? Notre langage corporel, des fois, peut trahir notre stress. Du coup, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, il n'y a pas, j'imagine, une bonne position. Voilà, on ne va pas dire mettez-vous comme ci ou comme ça. Mais qu'est-ce que vous indiqueriez là-dessus? Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, c'est ça? Vas-y, Seb, je te laisse parler. En fait, derrière ta question, il y a une question qui hante tout le monde, on l'a beaucoup en formation, c'est la question du non-verbal. Hein. J'ai quelqu'un l'autre jour qui, en briefing, m'a dit, voilà, j'aimerais travailler avec toi parce que on lit en moi comme dans un livre ouvert. Quand je suis en colère, ça se voit. Et du coup, je voudrais que ça ne se voit pas. Et du coup, je lui dis, mais pourquoi? Pourquoi tu veux masquer ce que tu penses? À la limite, c'est plus facile de changer ce que tu penses. Si tu penses que les gens te voient en colère et que c'est pas bien, pourquoi tu es en colère? Et c'est beaucoup plus efficace de changer sur ce qu'on pense que de changer le non-verbal. Vous imaginez, si on veut gérer le non-verbal, il n'y a pas que la posture. Hein. C'est-à-dire, OK, je contrôle ma posture, je contrôle où sont mes mains, je contrôle où est mon regard, je contrôle en même temps ma prosodie, ma voix, le rythme. Si je ne pense qu'à ça, je pense à tout sauf à ce à quoi il faut penser. Mon idée et l'impact qu'elle a sur les gens qui m'écoutent. Et donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est foutez la paix à votre non-verbal.
Votre non-verbal, il exprime ce que vous pensez. Travaillez sur votre pensée. Travaillez sur quoi vous êtes concentré. Et plus vous serez concentré sur votre idée, l'intention qui est la vôtre et l'impact que vous êtes en train d'avoir sur les autres, plus votre non-verbal, il sera au service de votre engagement et de votre implication. Et effectivement, un élément pour travailler, alors en revanche, la technique aide, c'est clair, et pour moi, la chose essentielle à travailler, c'est la voix. Pourquoi? Parce que si vous êtes exigeant sur votre voix, vous êtes obligé d'être exigeant sur votre souffle, et que si vous êtes exigeant sur votre souffle, vous ne pouvez pas être affalé. Parce que si je suis affalé, à un moment donné, j'ai aucune efficacité dans mon discours. Donc, même quand on est debout et qu'on a tendance un peu à gigoter, à s'agiter, plus vous êtes concentré sur il faut que ma voix impacte, c'est-à-dire d'être concentré sur l'impact qu'a ma voix sur ceux qui m'écoutent, plus cette colonne-là, elle est forte, plus votre posture sera assertive et plus vous serez concentré sur ce qui compte vraiment, l'impact de vos idées sur les gens qui vous écoutent. Très bien, on note. Donc faites attention à votre voix plutôt qu'à votre posture. Ça sera plus utile. Qu'est-ce que ça change concrètement? Là, on se parle en visio. On a tous fait depuis mars beaucoup de Zoom, de Teams, etc. Qu'est-ce que ça change de prendre la parole derrière un écran d'ordinateur plutôt que dans une salle de réunion? Est-ce qu'il y a des choses à ajuster? Qu'est-ce que je dirais qui reste pareil et qu'est-ce qui est différent quand on se parle pas en présentiel? Je prends la main, Seb. Vas-y. En fait, nous, on pense que la visio, c'est une chance. C'est une chance, pourquoi? Parce que c'est la chance, en tout cas, parce qu'en visio, il vous reste que l'essentiel. Il vous reste la pertinence de vos idées et votre éloquence. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas tous les à côté événementiels, par exemple, qui peuvent faire passer une prise de parole médiocre. Hein, les petits fours, la soirée, etc., etc. Alors, je caricature un peu, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la chance. C'est à la fois beaucoup plus exigeant parce qu'en visio, les gens sont face à un écran. Donc, plus vous serez sharp dans vos idées, plus vos slides seront encore plus épurés parce qu'ils sont affichés dans un petit écran, à qui plus est, dans un format qui est plus petit. Plus vous aurez à cœur de partager le plus clairement possible vos idées, plus vous prendrez soin du public. Et ça revient un peu à l'idée que sur la posture et sur le non-verbal, nous, on aime bien dire en fait que l'enjeu de tout orateur, c'est de prendre soin de son public. Pourquoi? Parce que plus je vais prendre soin de vous, plus vous allez prendre soin de moi. Comment je prends soin de vous? Je prends soin de vous en faisant en sorte que le moment que l'on passe ensemble, il soit, Sébastien l'a dit, utile et agréable. Hein, vous ne vous dites pas « chouette, un webinaire ». Non, il faut que ce moment soit à la fois utile et agréable à passer. Donc, ça passe par la manière dont on raconte les choses, ça passe par nos slides, ça passe par tout le format que l'on va créer. Et en visio, tout ça est renforcé parce que les gens sont face à un écran. Donc, il va falloir prendre encore plus soin d'eux. Et donc, comment je fais pour prendre soin de mon public en visio? Je fais en sorte que ma parole soit la plus simple, la plus efficace possible. Et je travaille beaucoup plus ma voix que le reste parce que les gens ne voient que moi dans un écran. On nous demande s'il y a un temps à ne pas dépasser en présentation, notamment à distance. Alors, intéressant, le temps de la présentation. Nous, globalement, on milite depuis un moment pour raccourcir les temps de présentation. Globalement, avant les prises de parole en visio, quand on donnait à quelqu'un 45 minutes ou 1 heure pour parler, c'est énorme. C'est énorme. Et surtout, en fait, ces créneaux trop larges donnent le sentiment aux futurs orateurs qu'ils peuvent faire du remplissage. C'est-à-dire que mon but, c'est de remplir 1 heure. Or, le but d'une présentation, ce n'est pas de remplir du temps. Le but d'une présentation, c'est d'être très clair sur une idée et de générer l'envie de se mettre en mouvement au service de cette idée. Et du coup, on se rend compte que plus on compresse, plus on met l'orateur dans une bonne dynamique, c'est de passer de ce qui est important à ce qui est essentiel. Qu'est-ce qu'il est essentiel d'entendre pour comprendre le problème que je vais résoudre, pour voir mon idée comme une solution à ce problème et pour voir que cette solution est optimisée pour lever tous les défis et notamment toutes les résistances que j'aurais pu avoir vis-à-vis de cette idée. Une fois que ça c'est fait, c'est réglé. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'idée suffisamment complexe pour qu'on ne puisse pas faire le tour en 20 minutes. 20 minutes, c'est un format qui est très bien. Si effectivement, après, on veut faire des sous-idées, on donne la parole pendant 20 minutes à quelqu'un d'autre. Le format 20 minutes, il est intéressant parce que c'est à peu près le temps moyen d'attention. Le temps d'attention moyen, il est 18 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter quelqu'un plus de 18 minutes, mais ça veut dire qu'il faut faire un effort pour renouveler l'attention. Changer d'orateur, c'est juste parfait. Et puis nous, on a un format de prédilection, c'est le 5 minutes.
c'est vraiment le format pitch. Pourquoi? Parce que quand on vous donne plus que 5 minutes, vous n'avez plus le temps d'argumenter. Vous ne pouvez que dire ce qui va donner envie d'en savoir plus. C'est-à-dire que si vous avez 5 minutes et que, si vous êtes en réunion et qu'on vous donne 5 minutes, votre objectif, compris en 5 minutes, c'est pas possible. L'idée est trop complexe. En revanche, mon but, c'est que les gens en face disent « Ouais, c'est génial ça, il nous faut une réunion complète sur le sujet. » Et là, vous aurez gagné. Et là, on sépare efficacement les formats. On a tendance à dire pour la visio maintenant spécifiquement qu'il faut réduire les formats. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand on a l'effort que Bruno formulait, c'est-à-dire d'être pertinent sur les idées et qu'on travaille l'éloquence des orateurs, on change pas. Nous, on embarque en formation, ça change rien. On n'arrête pas d'enchaîner des sessions de formation. On fait des sessions de 7 heures en visio, ça change rien du tout. On fait bien 7 heures de formation assis sur une chaise. On fait 7 heures de formation confortablement installée chez soi avec des outils numériques qui bien souvent enrichissent la relation. Avec des sondages, je peux changer de pièce, je me retrouve dans un petit groupe, je me retrouve avec un grand groupe. Donc, typiquement, si effectivement l'expérience que vous avez conçue est là pour embarquer votre auditoire du début à la fin, en fait, le temps n'est pas un problème. Le temps, c'est la technique que vous avez mis en œuvre et la structuration de vos propos pour embarquer votre auditoire sur la durée. Et si vous voulez, je fais un peu d'auto-promo. Je partage juste l'écran 3 secondes. Je pense que vous le voyez ou pas? Non? Oui, on voit toutes les icônes, c'est très beau. Puis on voit une jolie photo de la mer. Vous voyez ça? Voilà. Alors, on voit tes notes là. Moment de vérité, en fait. C'est le mode présentateur que tu. Bruno, tu es en train de projeter le mode présentateur. Tu ne projettes pas le bon écran. C'est pas grave. Alors, je vais rechanger, tu vois. Donc, je voulais juste vous dire que pour le sujet des podcasts, sur le sujet de la visio, il y a un podcast que j'ai créé pendant le confinement qui s'appelle Moment de vérité. Donc, vous avez l'adresse qui s'affiche et il y a 3 ou 4 épisodes qui sont consacrés à des conseils très concrets sur la prise de parole en visio et qui vous permettront d'avoir un éclairage un peu plus précis sur ce sujet-là. Voilà. Très bien. Allez voir du coup, allez écouter le podcast de Bruno et puis il est actualisé toutes les semaines. C'est ça, tous les mardis. Tous les mardis, un épisode. Très bien. On a une question par rapport on a beaucoup parlé de réunions, du monde de l'entreprise. Est-ce que votre méthode peut aussi servir aux gens qui cherchent un emploi lors d'entretiens d'embauche ou qu'on doit se présenter ce qu'on a fait de beau dans la vie ou présenter des projets? Alors ça, c'est marrant parce que c'est une question qui revient très souvent, notamment lorsqu'on prend des gens en formation. On a, je vous l'ai dit, 30% de notre activité, c'est de la formation, 80%, 70%, c'est du conseil. Et en formation, on a souvent des équipes qui nous posent la question, qui nous disent « Oui, mais est-ce que ça marche pour négocier un salaire, pour l'entretien d'embauche ?» En fait, la réponse est oui. Et souvent, on leur fait faire des exercices là-dessus. En fait, on part d'un principe, sans rentrer dans le détail de la méthode, mais globalement, Sébastien vous l'a dit tout à l'heure, les gens ne s'intéressent pas aux idées, mais ce que ça change pour eux. C'est-à-dire, ce qui intéresse nos clients, ce n'est pas qu'on soit les spécialistes du storytelling. Ce qui les intéresse, c'est ce que ça change pour eux, comment on va les aider à mieux présenter leurs idées. En fait, dans un entretien d'embauche, c'est la même chose. Si vous faites un petit pas de côté, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes porteur d'une promesse de changement pour le recruteur. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que ça change si vous m'embauchez? Quelle est ma promesse de changement? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va changer si vous me choisissez moi? Et en ayant cette posture-là, ça ne vous met pas dans une posture de bon élève qui montre qu'il a fait des diplômes. On s'en fout de vos diplômes. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça va permettre de faire. D'accord? Et si vous inversez le propos et vous vous mettez dans la peau du recruteur et vous posez une question que Sébastien dit, qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Qu'est-ce qui empêche de dormir un recruteur? C'est de pas trouver la bonne personne ou de faire un mauvais recrutement. Donc, à partir du moment où vous comprenez quel est le vrai problème d'un recruteur et que vous êtes porteur d'une promesse de changement qui résout ce problème, vous inversez totalement la relation. Donc, il faut que vous identifiez c'est quoi votre promesse de changement, qu'est-ce que ça change pour vous. Donc, oui, ça marche. Très bien. On avait aussi des témoignages, on est parfois notre pire ennemi, on a une petite voix qui nous dit non, tu es en train d'ennuyer tout le monde, là, tais-toi, va vite, etc. On a parfois, on parlait du trac ou de la peur de parler. On nous parlait d'un décalage entre, on va nous dire, c'était bien ta présentation, et puis nous, on va avoir l'impression qu'en fait, c'était pas terrible. Comment on peut faire pour, justement, on nous donnait le terme de s'auto-saboter. Qu'est-ce qu'on peut recommander quand parfois, c'est pas les autres le problème, mais c'est peut-être soi, et on est peut-être très dur avec soi-même?
Là, on revient sur le sujet du trac et du stress, hein. C'est-à-dire que, en fait, un outil qu'on utilise, c'est un outil qui est issu des thérapies cognitives comportementales. C'est un terme qui décrit l'état dans lequel on est à un moment donné. On est toujours le fruit de l'émotion qu'on est en train de ressentir, des pensées qui nous animent et du comportement qu'on adopte. Et il y a en permanence un équilibre entre les deux. Si là, je suis en train de vous parler, je suis plutôt détendu, j'ai envie de transmettre, ça se voit dans mon comportement et ma pensée est alignée avec ça. Si d'un seul coup, je me mets à être stressé par quelque chose, bah, ma posture va se resserrer. Pourquoi? Parce que mes émotions jouent sur mes pensées et jouent sur mon comportement. Et là, on est au cœur de ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes en train de parler à du monde et que votre pensée, c'est « Oh là là, je suis en train de faire chier tout le monde, il faut que j'arrête vite », comment votre posture peut être une posture de leader qui incarne une idée et un changement? Ce n'est pas possible. C'est bien pour ça qu'on se méfie du non-verbal. Mais on se méfie du non-verbal, pourquoi? Parce que notre pensée n'est pas inattaquable. Votre pensée doit être inattaquable. C'est le stress qui induit l'idée de « je ne suis pas la bonne personne au bon endroit ». Et le pire, c'est que la peur ne provoque pas le danger. La Elle peur. n'évite pas le danger, elle le provoque. La peur n'évite pas le danger, elle le provoque. J'ai tellement tordu le proverbe Tu que as peut-être un petit voilà. peu peur, La peur Sébastien. n'évite pas Tu le veux que je danger. Ouais, ça faudrait qu'on parle. La peur n'évite pas le danger, elle le provoque, bien entendu. Si vous vous dites, en parlant, pourvu que je bafouille pas, vous allez bafouiller. C'est évident. En revanche, cette pensée, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que cette pensée parasite, c'est juste l'indication de votre trac, de votre stress. Et du coup, c'est l'occasion pour vous de vous dire, oh là là, là, je suis en train de me regarder. Et si d'un seul coup, je regardais les autres. Donc ça, effectivement, d'où l'intérêt de pratiquer, puisque plus vous allez pratiquer, plus vous allez sentir ce regard, plus vous allez développer cette gymnastique qui consiste à déplacer le regard qu'on porte sur soi vers un regard vers ce qui est important, vers les autres, et plus ce sera un automatisme. Je peux rajouter un petit truc juste là-dessus, Fabienne, si tu veux. C'est ce qu'on appelle, nous, l'objectif de présence. L'objectif de présence, c'est donner du sens à votre présence. C'est-à-dire ne jamais prendre la parole sans savoir pourquoi vous prenez la parole, pourquoi vous êtes là. Et quel est le message clé que vous voulez faire passer. Donc, le vrai sujet, il est là. Et il y a un truc, moi, que je peux vous donner qui, moi, m'aide, qui aide pour faire un switch mental pour le côté la petite voix, qu'est-ce que je fous là, je ne suis pas à la hauteur, enfin, toute cette capacité à s'auto-flageller, c'est de vous poser la question, comment je peux vous aider? Se dire comment je peux les aider. Et je vous assure que si vous abordez un entretien d'embauche ou un entretien avec un client ou un prospect ou comme un ami finalement, et se dire comment je peux vous aider. Si je suis là pour vous aider, il n'y a pas de problème. Si vous êtes sûr que votre but n'est pas d'être jugé pour montrer que vous avez bien travaillé, mais que vous êtes là pour aider, en fait, vous allez faire de votre mieux. Et on ne peut pas aider tout le monde. Vous pouvez, alors j'ai l'habitude de dire un peu non sans provocation qu'on ne peut pas forcer un âne à boire s'il n'a pas soif. En revanche, votre responsabilité, c'est de lui montrer la direction du puits. C'est ça votre responsabilité. Charge à lui, après, de se dire « Ok, j'ai compris, j'ai envie » ou « Ça ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas grave. » Mais au moins, vous êtes clair sur votre objectif de présence, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez pourquoi l'idée centrale que vous voulez défendre, et puis le reste, ça ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez de toute façon. Et ce n'est pas grave. Et c'est tant mieux même. Alors, je vais finir avec 2-3 questions. On a des questions très pratiques. Vous avez parlé de vos formations. Vous intervenez en entreprise. Est-ce que si moi j'ai envie de vous avoir en formation, est-ce que vous prenez aussi en individuel, en ligne? Comment ça se passe et sur quel sujet, par exemple, en ce moment, vous avez des formations? Là, il faut dire qu'on a été sacrément perturbé par l'actualité. Le fait de ne pas pouvoir être à plusieurs dans une même pièce a bousculé beaucoup les choses et les a bousculées d'une super manière pour nous, en tout cas professionnellement parlant, puisqu'on a profité du premier confinement pour digitaliser tous nos supports de formation. Donc aujourd'hui, non seulement on fait les formations en physique, mais on fait les mêmes formats en visio et l'expérience est strictement la même. Et à partir de début 2021, l'ensemble des formations seront aussi disponibles en toute autonomie via des formats e-learning, puisqu'on a appliqué notre méthode à un exercice qui souvent est perçu comme pénible et ennuyeux, c'est le e-learning. Et on a décidé d'appliquer la méthode au e-learning pour créer une expérience d'apprentissage qui marque les esprits. Donc ça va être très rapidement disponible. Mais dès maintenant, vous avez des calendriers inter-entreprises qui sont sur notre site internet, sur upstory.io. Sur l'onglet Académie. Et n'hésitez pas à nous contacter si le sujet effectivement vous intéresse. On vous transmettra les informations et surtout on vous informera dès que les modules en e-learning seront prêts, ce qui va arriver très vite. Et pour les formations, on a 3 formations qui sont fixes
c'est-à-dire qui sont entre guillemets sur étagère. C'est la formation sur le pitch qui dure une journée où vous allez apprendre à rendre vos idées désirables en toutes circonstances, hein, en paroles formelles et informelles. Il y a ce qu'on appelle la formation stratégie narrative qui va vous former aux 3 premières étapes du Upstory. Donc, le pitch pour rendre vos idées désirables, le storytelling pour structurer votre argumentation et le story design pour apprendre effectivement à créer un duo orateur-slide qui est efficace. Et il y a une 3e formation, alors celle-là, elle fait 2 jours. Et il y a une 3e formation qui dure 2 jours aussi, qui est consacrée entièrement à la dernière étape de la méthode. C'est ce qu'on appelle la formation leadership d'opinion, qui effectivement partage ce qu'on appelle notre modèle de leadership, comment développer la confiance en mon idée, en ma narration, en mes intentions et en mon public. Et ça, c'est tout ce qui est lié aux techniques de prise de parole en public, d'affirmation de soi. Et ça, c'est 2 autres jours. Après, il y a tous les formats. Si vous êtes dans une entreprise pour un groupe, il y a tous les formats sur mesure qu'on peut créer. Et pour ça, il faut nous contacter. Alors, C'est parfait, vous avez le temps de lire le livre. Oui, vas-y. Oui, je réponds à une question qui est là. Oui, Oui, on est éligible au CPF. Les formations sont certifiées et certifiantes. La prochaine formation sur le leadership a lieu les 8 et 9 décembre en inter-entreprise. Voilà pour les prochaines dates. Très bien. J'allais juste dire, c'est très bien. En novembre, décembre, vous avez le temps de lire le livre et après, vous filez en e-learning en janvier. C'est parfait. Exactement. Le timing est parfait. On a eu une dernière question sur le livre. On nous demande un petit peu comment sont construits les chapitres. Peut-être rappeler un petit peu le squelette de chaque chapitre où il y a une mise en situation, un témoignage, un carnet de bord pratique et après le coaching. Vas-y, Seb. Oui, en fait, je vais réafficher peut-être les 10 chapitres s'il veut bien me le faire, mon ami qui note. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était voilà, construire le livre comme une expérience qui vous conduit pas à pas, mais aussi construire le livre pour qu'il puisse répondre ponctuellement à une question que vous vous posez. Donc, clairement, vous voyez les chapitres là, c'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon, voilà. Oui. Ouais, c'est bon. Donc concrètement, effectivement, vous pouvez parfaitement prendre les étapes dans l'ordre en vous disant, effectivement, j'ai une idée et comment je fais vivre à mon idée et à moi-même l'ensemble de cette expérience. Mais en même temps, voilà, vous savez que vous avez une prise de parole demain et que vous avez des journalistes ou des collègues qui vont vous poser des questions un peu sensibles. Commencez pas par le début, hein. Le chapitre 5 vous donnera tout ce que vous avez envie de savoir. Et c'est comme ça vraiment qu'on l'a construit, soit comme une expérience globale cohérente du début à la fin, soit comme la possibilité d'aller picorer effectivement les que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de mon idée ou de ma prise de parole. Et puis, chaque chapitre, c'est vraiment une séance d'auto-coaching qui est là pour vous aider à vous développer vous-même. Et du coup, là, on a suivi tes guidelines, les guidelines de la collection, Fabienne, qui était un défi pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de raconter les choses comme ça, mais qui a vraiment l'occasion de rendre les choses extrêmement concrètes et utiles tout de suite. Et c'est toujours le même format, c'est un carnet de bord pour faire le point sur où vous en êtes aujourd'hui sur le sujet, hein, dans chaque chapitre, dans chaque séance d'auto-coaching. Ensuite, vous avez une anecdote, donc souvent une histoire. Alors ça, on ne le dit pas, mais c'est pratiquement toutes des histoires vraies. Alors, on n'a pas mis les bonnes personnes, les bons prénoms, mais c'est systématiquement des vraies histoires qui montrent un peu les enjeux de la situation. Et puis derrière, après un diagnostic de ce qui s'est passé, vous aurez un ensemble de séances de coaching, d'auto-coaching qui vont vous aider à prendre conscience du problème et à de mettre en place des solutions pour y arriver. Et puis chaque chapitre se termine par un dernier carnet de bord qui consiste souvent en quelques exercices que vous pouvez faire pour vous aider à le mettre en pratique sur votre idée. Merci pour ce rappel. On va terminer à l'heure, donc c'est parfait. C'était un engagement du début de tenir le timing. Je vous remercie sincèrement tous les deux. C'était passionnant. On a plein de commentaires ultra positifs. Donc, merci pour vos bonnes pratiques, pour ce temps de partage et d'échange. Je rappelle votre livre, Prenez la parole, 10 séances d'auto-coaching pour oser défendre ses idées, aux éditions Vibert. Et n'oubliez pas, il y a les click and collect des librairies. Vous pouvez aussi le commander sur plein de sites en ligne. Donc, on attend vos retours. Et merci beaucoup, Bruno et Sébastien. Je vous laisse le mot de la fin. Merci, Caroline. Sébastien, mot de la fin. Merci à vous tous. C'est toujours un défi. C'est toujours un défi. Là, on est bien dans un exercice qu'il faut qu'on apprenne à faire aujourd'hui. C'est en visio. Donc, nous, on a le plaisir, Fabienne, Bruno et moi, de se voir. On a les retours. Pourtant, on sait qu'on parle en même temps à plusieurs centaines de personnes qui nous écoutent. Et ça, en fait, c'est une technique, c'est un apprentissage. Comme j'ai tout à l'heure, un jour, vous allez avoir une idée qui vous tient à cœur. Cette idée, vous aurez envie de la défendre. Et pour être prêt ce jour-là, ça commence dès demain. Donc, mettez-vous en ordre de marche pour apprendre à défendre la cause de vos idées.
Eh ben, c'est parti. Bonne journée, à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci.